Bonjour à tous. Je m'appelle Jim Rohn. Quel plaisir pour moi de venir vous rendre visite quelques minutes aujourd'hui. Je vais vous raconter brièvement mon histoire et partager quelques idées qui pourraient être utiles. J'ai donné des conférences dans des lycées en Californie et en Arizona, ainsi que dans des universités et des collèges. L'université de Pepperdine. L'université d'État de San Diego et de l'Arizona. J'ai eu l'occasion de parler à des jeunes qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent des histoires qui pourraient être utiles. Et je n'ai pas la possibilité de visiter toutes les écoles et universités du monde. C'est donc une excellente occasion pour moi de vous raconter mon histoire par vidéo. Laissez-moi vous raconter brièvement mon histoire. J'ai grandi dans une région agricole de l'Idaho. Mon père vit toujours dans la vieille ferme où j'ai grandi dans le sud-ouest de l'Idaho. Il aura 91 ans le jour de son prochain anniversaire. Et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis allé à l'université une année. Au milieu de ma deuxième année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent, alors j'ai arrêté. L'une de mes plus grosses erreurs. J'aurais dû rester à l'école. Mais je me suis dit, vous savez, bon sang, je suis assez intelligent pour trouver un emploi. Et à l'époque, je me suis dit, vous savez, c'est tout. Si vous êtes assez intelligent pour trouver un emploi, de quoi d'autre auriez-vous besoin? Je l'ai découvert plus tard, une grosse erreur. Mais de toute façon, j'ai arrêté l'école à 19 ans, je suis allé travailler. Peu de temps après, j'ai persuadé une belle jeune femme de m'épouser avec beaucoup de promesses fantaisistes. Et heureusement pour moi, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille et je travaille dur, je fais du mieux que je peux. Mais année après année, je suis de plus en plus en retard. Vous savez, j'achète un peu plus que ce que je peux payer à temps. Et, les créanciers commencent enfin à m'appeler pour me dire, vous nous avez dit que le chèque était dans le courrier. Je ne me sens pas du tout bien à ce sujet. J'ai environ 25 ans. J'ai quelques centimes en poche. Je n'ai rien à la banque. Et, je suis très en retard sur mes grandes promesses à ma famille. Et je me demande ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie. J'étais prêt à travailler dur. Ce n'était pas mon problème. Mais je ne faisais tout simplement pas les progrès que je voulais faire. Et puis la chance est venue. Parfois, il est difficile de décrire la chance. Pourquoi quelque chose de remarquable vous arrive à un moment donné? Un de mes amis dit, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses arrivent comme ça, et c'est peut-être ça. Je ne sais pas, mais j'ai eu la chance de rencontrer un homme très riche. Son nom était Monsieur Chauffe, Monsieur Earl Chauffe, un de mes amis avait commencé à travailler pour lui. Et il a commencé à me parler de cet homme. Il m'a dit, tu dois rencontrer cet homme. Il est riche, mais il est facile de lui parler. Et il a une philosophie de vie remarquable. Et il a continué à me parler, et je me suis dit, je dois rencontrer cet homme. Donc, peu de temps après, j'ai eu la chance de rencontrer ce Monsieur Chauffe. Et j'ai été impressionné, il était riche, il était facile de lui parler, en quelques minutes j'étais ébloui et je me suis dit, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir être comme ça, riche et facile à qui parler, que faudrait-il faire? Et puis je me suis dit, si je pouvais juste côtoyer quelqu'un comme lui, et s'il m'apprenait et me coachait, je le ferais. Et c'est là que j'ai eu de la chance. Quelques mois plus tard, cet homme riche, Monsieur Chauffe, tenez, j'ai un petit script. Je vais vous poser une question. Que pensez-vous qu'il m'arrivera après ma mort? Nous verrons, c'est une question très simple. Vous êtes probablement le premier à vous en être rendu compte. Bon, nous allons tester cela à 2h10. Et quand vous répondez, dites-le rapidement. Bon, je suppose que je vais le dire en premier, je vais vous demander de répéter une question. Et il m'a appris les compétences. Et il m'a appris les changements à apporter à mon langage et à ma personnalité et les choses qu'il a partagées avec moi pendant ces 5 années, ont changé toute ma vie, changé mes revenus, changé mon compte en banque, changé mon avenir. Je n'ai plus jamais été le même. À 31 ans, j'étais millionnaire. Donc il m'a aussi appris l'économie. Alors quelle chance peut-on avoir de rencontrer la bonne personne au bon moment, qui prend le temps de partager avec vous des idées qui peuvent changer votre vie.
Beaucoup de gens riches, n'est-ce pas, ne prennent pas le temps, mais lui, il l'a fait, et il avait aussi la capacité. Certaines personnes veulent partager leurs expériences, mais elles ne savent pas vraiment comment le dire, mais il avait tout, et il utilisait un langage que je pouvais comprendre, et ses idées ont grandement influencé ma vie. J'aurais aimé qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Si c'était le cas, je l'appellerais encore aujourd'hui pour le remercier du temps qu'il a passé avec moi à partager sa vie et ses expériences. Cela a tellement changé ma vie. Et comment j'ai été invité à vous parler aujourd'hui? Il y a plus de 30 ans, je vivais à Beverly Hills, en Californie, et un de mes amis m'a dit un jour, « Jim, tu dois venir raconter ton histoire à mon club de service. » Il appartenait au Rotary Club. Et il m'a dit, « Je connais ton histoire. » Un garçon de ferme de l'Idaho arrive à Beverly Hills, mais il m'a dit, « Je sais que les membres de mon club aimeraient entendre ton histoire. Veux-tu venir à notre réunion de petit déjeuner pour raconter ton histoire? » Et j'ai dit, « D'accord. » Alors j'ai organisé une petite discussion, je suis allé partager mon histoire ce matin-là et devinez quoi? Ils ont aimé. Et mon téléphone a sonné, un autre club m'a appelé et m'a dit, « Veux-tu venir nous raconter cette histoire ?» Mon téléphone a sonné, un autre club m'a appelé pour me dire que nous avions entendu parler de ton histoire. Nous avons un déjeuner de travail. Veux-tu venir partager ton histoire? La première chose que je sais, c'est que je passe une petite partie de mon temps à donner des conférences au petit déjeuner et au déjeuner. Et puis un jour, un homme qui avait entendu mon exposé 3 fois m'a dit, « Veux-tu venir parler à ma direction et à mes commerciaux ?» Il m'a répondu, « J'ai une petite entreprise qui marche. Et si tu voulais passer un peu de temps à parler à ma direction et à mes commerciaux, je serais heureux de te payer. » Et je me suis dit, « Waouh, ce serait formidable, raconter mon histoire et mes expériences et être payé. » Il m'a répondu, « Je serais heureux de le faire. » Je ne savais pas que c'était le début d'une toute nouvelle aventure pour moi, en partageant mon histoire, mes discours, mes conférences, mes séminaires et mes conférences. Et maintenant, cette entreprise, devenue l'une de mes entreprises les plus florissantes, m'emmène partout dans le monde. Je suis allé dans de nombreux pays cette année, j'ai eu mon plus grand public au début de cette année en Espagne, 12 000 personnes, 10 langues différentes traduites en même temps. Tout le public avec les écouteurs sur les oreilles. C'est intéressant quand on donne une conférence en plusieurs langues, vous savez, quand on arrive à la chute, vous savez, les Espagnols rient en premier, puis les Français comprennent, puis enfin les Italiens comprennent. Et enfin, les Allemands comprennent enfin, et alors je dis, les Allemands ont enfin compris, je suppose que nous pouvons continuer. Vous savez, certaines langues prennent beaucoup plus de temps à traduire que d'autres. Mais quelle aventure passionnante pour moi. J'étais en Israël cette année. J'ai donné une conférence en France. Mon premier voyage à Prague, en Tchécoslovaquie. À Lisbonne, au Portugal. L'année dernière, j'étais à Londres pour donner une conférence. Il se trouve que j'étais là le soir même où Pavarotti chantait à Londres. Donc, grand dilemme pour les gens à Londres. Allons-nous voir Jim Rohn ou allons-nous écouter Pavarotti? Eh bien, je dois admettre qu'il a attiré plus de monde que moi, genre 150 000 personnes de plus. Il a donné un concert gratuit à Hyde Park, et il s'attendait à 250 000 de personnes, mais seulement 150 000 personnes sont venues parce qu'il pleuvait. Et, ils ont tous été trempés, du prince Charles jusqu'aux pieds, mais ils se sont assis sous la pluie et ont écouté Pavarotti. J'aurais été content ce soir-là, non? D'annuler mon séminaire et d'aller m'asseoir sous la pluie et d'écouter Pavarotti. Quoi qu'il en soit, lui et moi avons convenu de ne plus apparaître dans la même ville le même jour. Pas vraiment, mais c'est tellement excitant pour moi de pouvoir voyager partout dans le monde et de partager mon histoire. Et puis surtout avoir cette chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Et quand j'ai la chance de parler dans un cours de lycée ou d'université, j'en suis toujours ravi. Je suis limité dans le temps, alors je voulais profiter de cette occasion pour venir partager mon histoire avec vous et quelques idées qui pourraient vous être utiles dans votre carrière future, dans votre vie d'étudiante désormais bien remplie, et ensuite où que vous vous trouviez dans les années à venir. Certaines des choses que je vais partager avec vous, je veux que vous vous en souveniez très longtemps, car les idées que je veux vous transmettre ont eu un impact considérable sur ma vie, et si je peux les partager maintenant et avoir un impact sur votre vie, et que vous m'écriviez une lettre, ou me le disiez en personne un jour, M. Rohn, j'ai écouté votre vidéo et je l'ai regardée attentivement et bien sûr, certaines des idées que vous avez partagées m'ont beaucoup affecté et voici ce qui est arrivé à mon compte bancaire.
Voici ce qui m'est arrivé à l'école, voici ce qui arrive à mon avenir, cela me donnera une grande satisfaction. Donc l'homme qui a partagé avec moi des idées qui ont changé ma vie, je veux partager avec vous 3 de ces sujets de base. Quand je l'ai rencontré, j'avais 25 ans, quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai utilisé beaucoup d'excuses pour expliquer pourquoi je n'allais pas bien. Et, il a dit, eh bien, raconte-moi un peu ton histoire. Et je lui ai dit, vous savez, j'étais en retard sur mes factures, j'avais quelques centimes en poche et rien à la banque, mais j'étais gêné d'être en retard sur mes grandes promesses à ma famille. Et puis il m'a donné une petite phrase simple qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Et voici ce qu'il a dit, Monsieur Rohn, si vous voulez que l'avenir change pour vous, vous devez changer. Et il m'a dit, si tu ne changes pas, les 6 prochaines années de ta vie seront exactement comme les 6 dernières, tu seras toujours en retard sur tes factures. Tu seras toujours en retard sur tes promesses. Mais ensuite, il me l'a donné sous forme de promesse. Quand j'avais 25 ans, je m'en suis souvenu toutes ces années. Et j'ai partagé cette promesse avec probablement plus de 3 millions de personnes au cours des 30 dernières années, et elle sera valable pour toi. Alors écoute attentivement cette promesse. Mon professeur m'a dit, jeune homme, si tu changes, tout changera pour toi. Si tu t'améliores, tout ira mieux pour toi. Quel message clair! Il m'a dit, si tu changes de philosophie, tu changeras tes habitudes. Si tu affines ta pensée, si tu changes et acceptes de nouvelles disciplines, si tu tournes le coin où tu étais dans le passé, si tu te lances dans une nouvelle vie pour l'avenir, il a dit que toutes sortes de choses remarquables se produiront pour toi. Si vous voulez changer. Avant de rencontrer Monsieur Chouf, j'avais l'habitude de croiser les doigts et de dire que j'espérais vraiment que les choses changeraient. J'espérais que le gouvernement changerait, que la structure fiscale changerait et que mon patron changerait et me paierait plus. J'espérais que, vous savez, l'économie changerait et que les prix baisseraient. Et j'espérais que les circonstances s'amélioreraient. Et puis j'ai découvert par mon professeur que ces choses allaient continuer comme ça. En fait, tout ce qui nous est arrivé est un peu comme le vent qui souffle, et le vent souffle sur nous tous. En fait, en Amérique, en particulier au cours des 6 derniers millénaires et demi d'histoire, nous avons probablement le vent le plus favorable qui ait jamais soufflé. L'économie et les circonstances, vivre dans un pays libre. La démocratie et la liberté, une excellente économie. Bien sûr, nous avons eu des difficultés à certains moments, mais comparé au reste du monde au cours des 6 derniers millénaires et demi, nous avons le meilleur vent qui soit. Mais si vous laissez simplement souffler le vent, je vous le dis, il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Nous devons tous utiliser ce vent pour nous conduire vers les rêves que nous avons, vers les actions que nous voulons, vers l'argent que nous voulons, vers les revenus que nous voulons. Et de toutes les choses que nous voulons que notre vie ait, c'est là que nous voulons aller. Et nous avons un bon vent, mais nous ne devons pas laisser notre avenir au vent, à l'économie, à la structure actuelle des choses. Voilà ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est de bien mettre les voiles. Et si vous apprenez à bien mettre les voiles, et c'est ce que mon professeur m'a appris à l'époque, il disait, Monsieur Rohn, le vent va souffler. Cependant, il va souffler, la politique sera la politique. Et l'économie sera l'économie. D'accord. Et cependant, il s'avère que c'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est de ne pas souhaiter un vent meilleur. C'est naïf. La clé est de souhaiter la sagesse, les compétences et l'apprentissage pour pouvoir mettre les voiles. Et c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Je me suis mis au travail, pas à l'économie. Je suis allé travailler, pas pour la communauté. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer mon patron ou l'entreprise. Je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances. Je suis allé travailler pour essayer de me changer moi-même. Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mes revenus changeraient. Si je changeais, mon compte en banque changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, sa promesse s'est réalisée pour moi. Les 6 premières années de ma vie économique, j'ai fini par me ruiner, sans rien à la banque pour honorer mes promesses. Les 6 années suivantes de ma vie économique, je me suis retrouvé riche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 6 années suivantes de ma vie économique, le gouvernement et l'économie étaient à peu près les mêmes, vous savez, les entreprises étaient à peu près les mêmes.
Ce qu'elle payait était le même, les circonstances autour de moi étaient les mêmes, vous savez, mes proches négatifs étaient les mêmes, mais je n'étais plus le même. C'est ainsi que ma vie a changé. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à fonctionner pour moi, a changé ma vie il y a toutes ces années. C'est donc ce que je voulais partager avec vous pour commencer avec ce début de ce que Monsieur Chauve m'a dit que si je voulais que ma vie change, c'était ce que je devais faire. Et donc il a divisé cela en 3 sujets qui ont vraiment eu un impact sur ma vie. Et je veux partager cela avec vous. Le premier sujet, il l'a appelé le développement personnel et le deuxième sujet, il l'a appelé la définition d'objectifs. Et le troisième était comment devenir indépendant financièrement. Et j'aimerais vous donner quelques indices de ces 3 sujets majeurs qui ont eu un impact si dramatique sur ma vie. Et, commençons. Le premier est le développement personnel. Maintenant, pour illustrer le développement personnel, Monsieur Shelf, mon professeur, a commencé avec l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas le seul point de départ pour parler de développement personnel, mais c'est là qu'il a commencé. Alors laissez-moi partager les pensées qu'il a partagées avec moi à l'époque. Laissez-moi les partager avec vous. Voici la meilleure leçon que je puisse vous donner sur l'économie. C'est très simple. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. C'est à peu près aussi simple que je peux le dire en économie. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Or, il faut du temps pour apporter de la valeur au marché. Cependant, nous ne sommes pas payés pour le temps. Nous avons donc rayé cela par erreur. L'homme dit que je gagne environ $20 par heure. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, vous pourriez simplement rester à la maison, n'est-ce pas? Et demandez-leur de vous envoyer de l'argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour le temps que nous passons. Nous sommes payés pour la valeur apportée au marché. Maintenant, puisque c'est vrai, voici l'une des questions clés de mon exposé d'aujourd'hui. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux pour le marché et de gagner 2 fois plus d'argent dans le même temps? Est-ce possible? La réponse est oui. Pourriez-vous devenir 3 fois plus précieux que vous ne l'êtes actuellement pour le marché et gagner 3 fois plus d'argent dans le même temps? Et la réponse est oui. 5 fois? 10 fois? Bien sûr. L'Amérique est unique. C'est un déclin progressif. Cela commence ici, disons à 5 par heure et cela continue de monter. Le revenu le plus élevé l'année dernière, 80 millions. C'est le gars qui dirige Coca-Cola. C'est une sacrée échelle. C'est pour ça que tout le monde veut venir ici, n'est-ce pas? Les boat people ne se dirigent pas vers le Vietnam. Les gens n'ont pas comploté et manigancé pendant 50 ans en disant, si je pouvais juste aller en Pologne, tout irait bien. Ce n'est pas vrai. Tout le monde veut venir en Amérique. Et la raison en est que nous avons le meilleur vent qui ait jamais soufflé en notre faveur. Nous avons la meilleure opportunité économique que quiconque ait eue depuis 6500 ans. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le comprendre et d'en profiter. Il y a maintenant quelques questions clés à poser ici. Pourquoi le marché paierait-il quelqu'un seulement $5 de l'heure? La réponse est très simple. Ils n'ont pas beaucoup de valeur pour le marché. Maintenant, nous devons souligner pour le marché. Cette personne pourrait être un frère très précieux. Oui. Un membre de la famille précieux. Oui. Un membre précieux de l'Église, bien sûr. Un citoyen précieux du pays, oui. De valeur aux yeux de Dieu, sans aucun doute. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Mais si vous n'avez pas beaucoup de valeur pour le marché, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être comme ça. Eh bien, alors vous devez fonder votre propre pays. Vous savez, celui-ci est en cours depuis 200 ans, et c'est le meilleur que nous ayons pu trouver jusqu'à présent. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Il y a eu un grand débat au Congrès l'année dernière sur le fait que ce 5 n'était pas suffisant. Il devrait y en avoir 6, mais nous n'avons pas besoin de loi. 6 est déjà sur cette échelle. L'étape suivante, vous savez, si vous travaillez chez McDonald's, ils vous paieront $5 de l'heure pour sortir les poubelles. Si vous sifflez pendant que vous sortez les poubelles, ils vous paieront $6 de l'heure. Nous n'avons donc pas besoin de cette loi. Vous avez juste besoin de prendre des cours pour savoir comment siffler, avoir une bonne attitude. Maintenant, alors que vous commencez à gravir cette échelle,
Pourquoi le marché paierait-il certaines personnes $50 de l'heure? De toute évidence, ils doivent être plus précieux pour le marché. 10 fois plus de valeur. Et est-il possible que quelqu'un ait 10 fois plus de valeur et gagne $50 de l'heure au lieu de $5? Et la réponse est oui. C'est ce qui caractérise l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes $500 de l'heure? Évidemment, cette personne doit l'être. Elle a beaucoup plus de valeur pour le marché. C'est ce qu'il est important de comprendre pour le marché. Et le marché paierait-il à une personne $80 millions pour une année de travail? Et la réponse est, bien sûr, que si vous aidiez une entreprise à gagner $1 milliard, vous paierait-elle $80 millions? Je vous dis que c'est possible. Et c'est pourquoi l'Amérique est si passionnante. C'est pourquoi cette échelle financière est si passionnante. Il est possible que tout cela devienne réalité pour vous tous, peu importe où vous commencez en tant qu'étudiant à l'école. Vous venez de commencer sur le lieu de travail. Tout cela est possible pour vous. Maintenant, Monsieur Chauffe m'a donné la clé sur la façon de grimper cette échelle aussi haut que je le voulais. Nous parlons ici principalement d'économie. Il existe de nombreuses autres façons de devenir utile à sa famille, à ses amis, à la communauté, à l'équipe, n'est-ce pas? Être utile à l'équipe. Être utile à l'effort d'équipe, être utile au concert. Mais voici ce qu'il m'a dit pour gravir les échelons économiques, tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai entendu ça, ça m'a semblé logique. J'ai continué à espérer que tout le reste changerait autour de moi. J'ai découvert que si je travaillais sur moi-même, sur mes compétences, sur mon langage, si je devenais meilleur que ce que j'étais chaque année, si je développais mes compétences, mon langage, mon vocabulaire et mes compétences, alors je deviendrais attrayant pour le marché. Il n'y a pas très longtemps, une entreprise m'a appelé et m'a dit, « Monsieur Owen, nous nous développons à l'international. Nous aimerions avoir un peu de votre expertise pour nous aider. Pouvez-vous nous donner un peu de votre temps? Nous ajouterons quelques millions à votre fortune. » Et j'ai dit, « D'accord. D'accord. » Et plus tard, je me suis dit, « N'est-ce pas intéressant? » Puis, ma deuxième pensée a été, bien sûr, il m'appellerait. Qui d'autre appellerait-il? Je peux faire le travail. Maintenant, quel contraste pour moi, un garçon de ferme de l'Idaho, élevé dans l'obscurité, des parents aux moyens modestes, ruiné à 25 ans. Comment se fait-il que je reçoive un appel téléphonique et que quelqu'un m'offre beaucoup d'argent pour les aider à se développer dans le monde entier? Réponse simple. De toute évidence, quelque chose m'est arrivé entre mes 25 ans et où je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire où tout a commencé, depuis mon professeur, Monsieur Shelf, qui m'a dit, nous n'avons pas à changer ce qui se passe là-bas. C'est le vent qui souffle. Tout ce que nous avons à faire, c'est changer ce qui se passe ici. Et maintenant, il existe plusieurs façons de le faire en matière de développement personnel. Et laissez-moi vous en donner quelques-unes. Voici la première. Nous devons apprendre de notre expérience personnelle. C'est assez simple. Apprenez de ce qui vous arrive. Jetez un œil au dernier mois. Avez-vous fait des erreurs? Comment pourriez-vous les corriger pour l'avenir? Jetez un œil à l'année dernière. Avez-vous fait les choses correctement ou incorrectement? Corrigeons-les pour l'année prochaine. Apprenez de votre expérience personnelle. Monsieur Chauffe m'a demandé quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit, « Monsieur Owen, comment allez-vous? Vous êtes là-bas depuis 6 ans maintenant. » Et j'ai dit que je ne m'en sortais pas très bien. Il a dit, « Je vous suggère de ne plus faire ça. » Quelle analyse simple et rapide de ma situation. Il a dit, « Si vous continuez à le faire, les 6 prochaines années seront comme les 6 dernières. Vous ne voulez pas que cela se produise. Appliquons les changements. Alors apprenez de votre expérience personnelle. » Maintenant, voici le numéro 2, pourquoi je suis venu partager cette expérience vidéo avec vous aujourd'hui. Et je l'appelle OPE, les expériences des autres. C'est moi, d'autres personnes. C'est votre professeur, d'autres personnes. Ce sont vos amis et collègues, d'autres personnes. Les gens que vous rencontrez peuvent vous faire part de leurs expériences, de ce qui leur est arrivé, des erreurs qu'ils ont commises, de la façon dont ils les ont corrigées, de la façon dont ils ont modifié leur santé, leur compte bancaire, leurs revenus et leur avenir. Voilà. Les autres. Il y a 2 types de personnes dont on peut apprendre. La première est celle des échecs.
C'est dommage que les échecs ne donnent pas de séminaire, n'est-ce pas? Ce serait utile. Apportez votre carnet de notes. Demandez-leur de vous raconter comment ils ont tout perdu et tout jeté. Ils ont jeté leur santé et leurs amitiés par la fenêtre et les choses n'ont pas bien fonctionné. Ce serait utile. Mais maintenant, nous devons aussi apprendre des personnes positives qui ont réussi. Elles sont en bonne santé et nous leur demandons donc, comment êtes-vous devenu aussi saine? Elles ont les compétences et nous leur demandons donc, comment êtes-vous devenu aussi compétente? Elles ont les revenus et nous leur demandons donc, comment êtes-vous arrivé là en si peu de temps? Voilà donc ce qui est important dans le développement personnel. En apprenant des autres, nous apprenons, premièrement, par l'observation. Nous apprenons ce que nous voyons, nous observons les gens qui réussissent dans ce qu'ils font. Dans le sport, nous observons leur discipline. En affaires, nous observons leur discipline par l'observation, par ce que nous pouvons voir. La raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo est que vous pouvez voir les expériences de quelqu'un traduites pour vous. Deuxièmement, nous apprenons par ce que nous entendons. J'ai enregistré certaines de mes conférences sur des cassettes. Vous pouvez donc les emporter partout avec vous et apprendre en écoutant. Transformez votre voiture en salle de classe mobile et écoutez, puis écoutez le sermon du dimanche matin. Écoutez les conférences, écoutez le professeur, écoutez quelqu'un qui a quelque chose de bien à dire. Et puis le numéro 3 est d'une importance vitale pour le développement personnel, et c'est de lire tous les livres. Tous les livres que vous pouvez éventuellement lire dans votre vie. Monsieur Schoff m'a lancé dans ma bibliothèque. J'ai l'une des meilleures bibliothèques. Je n'ai pas tout lu dedans, mais je me sens plus intelligent rien qu'en y marchant, ma bibliothèque. The Better Life. Comme au moins, j'étais assez intelligent pour l'acheter. Maintenant, je dois être assez intelligent pour le lire. Ensuite, bien sûr, je dois être assez intelligent pour décider de ce qui est précieux et le faire. Mais celui-ci est très important. Devenez un bon lecteur. Certains livres ont contribué à changer ma vie. Monsieur Schoff m'a bien sûr recommandé la Bible et mes parents ont veillé à ce que je sois un bon érudit à 18 ans. Cela m'a été très bénéfique de m'inspirer de ces illustrations, de lire ces histoires, de gens qui ont réussi et de gens qui n'ont pas réussi et de voir quelle était la différence. Et puis d'autres livres qui ont vraiment contribué à changer ma vie. L'un d'eux s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et puis un livre qui m'a aidé à devenir financièrement indépendant à 31 ans. Et ce livre s'appelle L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason. Et je vais partager un peu de ce livre avec vous quand j'aborderai l'indépendance financière aujourd'hui, notre troisième sujet. Mais j'ai commencé à lire les livres, à assister aux cours, à m'assurer que je me trouvais devant des gens qui avaient quelque chose de bien à dire. Et puis j'ai commencé à tenir un journal. L'une des principales choses que mon professeur m'a apprises était de tenir un journal. Il m'a dit de ne pas faire confiance à ma mémoire. Si vous entendez quelque chose de bien, prenez simplement une petite note et écrivez-la. Au début, je prenais des notes sur des morceaux de papier et j'arrachais les coins et le dos de vieilles enveloppes. Et ça ne me servait pas à grand-chose, vous savez, de les jeter dans un tiroir. Puis j'ai appris à tenir un journal, une copie reliée de toutes mes notes. Je vous suggère donc de faire la même chose. Des choses qui vous impressionnent, un poème qui vous impressionne, quand vous assistez à un cours, certaines des idées qui vous ont impressionné, notez-les. Vous avez lu quelque chose dans un magazine, n'est-ce pas? Certaines idées, sortez-les, mettez-les dans votre journal. Tenez un bon journal le reste de votre vie, cela vous servira bien. Mes journaux constituent une part importante de ma propre bibliothèque. Et si vous voyez ma bibliothèque et mes journaux, je vous dis ce que vous auriez à dire. C'est la bibliothèque et ce sont les journaux d'un étudiant très sérieux. Pas étonnant que Monsieur Rohan soit invité. Je veux donc que la même chose vous arrive, que vous captiez une valeur à laquelle vous pouvez recourir plus tard, que vous pouvez revoir et la considérer pour qu'elle devienne précieuse pour vous. C'est donc mon premier sujet, le développement personnel, travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Développez les compétences, apprenez les leçons, suivez les cours, absorbez tout ce qu'on vous enseigne ces jours-ci. Et plus tard, bien sûr, vous pourrez faire le tri. Ce qui est précieux pour vous et comment l'affiner. Qu'est-ce qu'une transcription? Oui. Et vous voyez, vous en avez beaucoup. Le développement personnel est l'un des termes les plus importants de la gestion d'entreprise qui est utilisé dans le monde entier. C'est en fait l'un des termes les plus importants de la gestion d'entreprise. Et tant de gens dans le monde des affaires se soucient de ce terme et l'utilisent.
Il leur permet de faire beaucoup plus de grandes choses. Alors pourquoi l'appelle-t-on développement personnel? Pour le changement personnel, la valeur personnelle peut vraiment rendre votre vie unique et utile. Maintenant, abordons le deuxième sujet sur la définition d'objectifs. Monsieur Shelf m'a donné quelques conseils pour fixer des objectifs qui ont changé ma vie pour toujours. Et je veux les partager avec vous. Alors parlons de la définition d'objectifs. Et je veux aussi lier cela au développement personnel. Et vous verrez comment je vais m'y prendre au fur et à mesure de ma progression. Fixer des objectifs. Nous devons jeter un œil vers l'avenir. Il y a 4 choses à prendre en compte en termes d'attitude. L'une d'entre elles est la façon dont vous ressentez le passé. Le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet est de considérer le passé comme une école. Laissez-le vous enseigner les erreurs que vous avez commises, les choses qui ont mal tourné, les choses qui n'ont pas fonctionné. N'utilisez pas le passé comme un fardeau à porter et ne l'utilisez pas comme un gourdin pour vous battre à mort. Perte passée, échec passé, erreur passée. Mais laissez le passé être une école difficile. Peut-être avons-nous tous traversé des moments difficiles. Alors si vous vous sentez bien dans le passé, tirez-en de l'expérience et laissez-le vous enseigner. Ensuite, il faut savoir comment vous ressentez l'avenir. Nous devons bien concevoir l'avenir. L'avenir s'appelle la promesse. Et voici ce que nous enseignons dans notre série sur le leadership. La promesse de l'avenir peut être une force formidable pour votre propre avenir. La promesse de l'avenir, concevoir l'avenir. Il y a 2 façons d'affronter l'avenir. L'une est avec appréhension et l'autre avec anticipation. Je vous promets que, lors de mes voyages à travers le monde, la plupart des gens affrontent l'avenir avec appréhension. Et voici pourquoi ils ne l'ont pas bien conçu. Ils ont en quelque sorte laissé quelqu'un d'autre régler le problème. Mais voici la meilleure façon d'affronter l'avenir avec anticipation. Et vous pouvez affronter l'avenir avec anticipation. Si l'avenir est clair, s'il est bien conçu, et j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi à certaines pensées qui m'ont aidé à vraiment changer mon avenir en y réfléchissant et en y réfléchissant. Et c'est là qu'il faut se fixer des objectifs. C'est très simple. Premièrement, décidez de ce que vous voulez. Vous prenez juste un peu de temps. Vous vous asseyez et vous vous demandez, qu'est-ce que je veux? Quel genre de compétences est-ce que je veux? Quel genre de revenus est-ce que je veux pour l'avenir? Qu'est-ce que j'aimerais, où j'aimerais aller? J'aimerais visiter, des habitudes. J'aimerais acquérir des compétences. J'aimerais avoir, tu prends juste un peu de temps pour réfléchir à ce que tu veux. Économie, amitié, personnes que tu aimerais rencontrer, endroit où tu aimerais aller. Tu prends juste un peu de temps. Et puis je te suggère, quand tu auras réfléchi à ce que tu veux pour l'avenir, de faire une liste, de tout noter. C'est vraiment un processus très simple. Et puis voici le numéro 3, gardez toutes les anciennes listes. Je vous le dis, cela m'a tellement servi, de garder mon ancienne liste d'objectifs. Je repense maintenant, il y a 10, 20 ans, aux objectifs que je me fixais, aux listes que je faisais. Et je souris maintenant parce que voici ce que je pensais être si important, vous savez, il y a 20 ans. Maintenant, certaines de ces choses ne figurent même pas sur ma liste. J'ai une nouvelle liste. J'ai grandi, j'ai changé, j'ai mûri, mais je vous donne ce conseil. Décidez de ce que vous voulez. Numéro 2, écrivez-le. Numéro 3, gardez les anciennes listes. Et puis voici le numéro 4. Lorsque vous obtenez quelque chose qui est sur l'une de ces listes, cochez-le. Une partie du plaisir d'avoir une liste est de la cocher. Et puis si vous pouvez ajouter un peu de drame à la cocher, voyez-vous, c'est ce qui est vraiment. Je me suis fixé comme objectif d'aller en Espagne il y a de très nombreuses années. Et quand j'ai finalement fait mon premier voyage en Espagne, j'avais avec moi ce journal qui contenait cette liste. Et pendant que j'avais mon journal sur mes genoux, en attendant que les roues touchent le sol à Madrid, j'ai attendu que les roues touchent la piste et j'ai coché la case. Il suffit d'ajouter un peu de drame. Une partie du plaisir d'avoir une liste est de la cocher. Voici maintenant ce qui est important dans la liste et dans la conception de votre avenir. Si l'avenir devient clair, le prix à payer devient plus facile, car vous devez vous rappeler que pour chaque promesse, il y a un prix à payer. Tout le monde doit en payer le prix. Tout le monde doit faire le pas. Tout le monde doit faire les disciplines. Tout le monde doit payer. Mais voici ce que j'ai découvert. Si la promesse est claire et puissante, le prix est facile à payer.
Le prix, ce sont quelques cours. Le prix, ce sont quelques livres. Le prix, ce sont quelques disciplines. Le prix, c'est de trouver quelque chose qui améliorera votre vie, vous fera grandir, vous fera changer, vous fera évoluer. La première partie de la clé est donc de concevoir la promesse. Ensuite, quel est le prix à payer? Je vous dis que le prix sera facile. N'importe qui dans mon public peut le payer. Peu importe où vous êtes, d'où vous venez, la couleur n'a pas d'importance. La religion n'a pas d'importance où vous avez grandi. Peu importe. Les circonstances n'ont pas d'importance. Je vous le dis, si vous faites en sorte que la promesse de l'avenir soit claire pour vous-même, les choses que vous voulez, les endroits où vous voulez aller, les choses que vous voulez avoir, la personne que vous voulez devenir, les compétences que vous voulez, les maisons que vous voulez, l'avenir que vous voulez, les amis que vous voulez, toutes les valeurs de la vie que vous pourriez avoir, si vous faites en sorte que cela soit clair, faites ces listes. Et soyez sérieux à ce sujet. Je vous promets que c'est un prix facile à payer. N'importe qui peut le payer. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner est que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je suis un garçon de ferme de l'Idaho élevé dans l'obscurité. J'ai changé ma vie, je l'ai bouleversée, je l'ai complètement transformée, j'ai trouvé l'économie, j'ai trouvé l'avenir, j'ai trouvé la promesse. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors commencez à fixer vos objectifs et voyez si vous ne pouvez pas trouver un plus grand enthousiasme pour les choses que vous voulez accomplir pour l'avenir. Voici maintenant mon troisième sujet et cela s'appelle l'indépendance financière. Au fait, avant d'en venir à l'indépendance financière, laissez-moi aborder un autre point. L'une des principales raisons pour lesquelles on se fixe des objectifs est de savoir ce que cela signifie pour vous de les atteindre. Mon professeur m'a conseillé quand j'ai commencé à 25 ans, il m'a dit, « Jim, pourquoi ne pas te fixer comme objectif de devenir millionnaire ?» Il m'a dit que c'était une bonne idée, tu sais, assez de zéro pour impressionner ton comptable. Et il m'a dit, « Je suis là pour t'aider. Tu n'as que 25 ans. Tu as fait un an d'université. Tu as une belle famille, toutes les raisons de le faire. Pourquoi ne te fixerais-tu pas comme objectif de devenir millionnaire ?» Et il m'a dit, voilà pourquoi. Et je pensais qu'il n'avait pas besoin de m'apprendre pourquoi. Ne serait-ce pas bien d'avoir $1 million? Il m'a dit, non, alors tu vas le rater. Il m'a dit, voilà pourquoi cela te fera gagner de l'argent. Je vous dis que cette déclaration a changé ma vie. Fixez-vous des objectifs qui vous permettront de les atteindre. Il a dit, maintenant, une fois que vous êtes millionnaire, ce qui compte, ce n'est pas l'argent. J'ai trouvé cet enseignement un peu étrange. Il a dit, honnêtement, ce n'est pas important. Il a dit, vous pouvez simplement donner l'argent. J'ai fait mieux que ça. J'ai tout perdu. À 31 ans, j'étais millionnaire. À 33 ans, j'étais ruiné. Et je vous raconterai un peu cette histoire plus tard. Mais quand j'ai perdu tout mon argent, devinez quoi? J'ai découvert que Monsieur Schoff avait raison. Ce qui avait de la valeur, ce n'était pas l'argent. Ce qui avait de la valeur, c'était ce que je devenais pour gagner de l'argent. Les compétences que j'avais, les connaissances que j'avais sur le marché. Et voici une déclaration importante à retenir, ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux. C'est ce que vous devenez. Donc, une partie de la clé ici est de définir le type d'objectifs qui feront quelque chose de vous. Ne les fixez pas trop bas pour ne pas avoir à grandir, à lire, à essayer et à vous étirer. Ne les fixez pas trop bas pour ne pas vous vendre. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui va vous coûter votre vertu ou vos valeurs. Il y a un bon compromis ici. Poursuivre des objectifs qui inspireront des objectifs. Cela vous aidera à grandir, à changer, à vous développer et à devenir meilleur que vous ne l'êtes. Ok. Parlons maintenant de l'indépendance financière. Comment devenir riche d'ici 4035? Si vous êtes très brillant beaucoup plus tôt, si vous trouvez une opportunité comme moi, laissez-moi vous montrer comment j'ai fait l'indépendance financière. Tout d'abord, nous. J'aime l'expression indépendance financière. Certaines personnes sont un peu inquiètes à l'idée d'utiliser le mot devenir riche ou devenir riche. Et je peux comprendre que j'ai eu un peu de mal avec ça. Est-il acceptable de devenir riche, et c'est peut-être un mot un peu trop fort ou un terme fort. Voici donc ce que j'ai trouvé et qui me convient. Et c'est comment devenir financièrement indépendant. Je pense que c'est l'héritage de chaque personne ici. Surtout aux États-Unis, pour devenir financièrement indépendant. Maintenant,
Laissez-moi vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière est la capacité de vivre de ses propres ressources personnelles, l'indépendance financière. Maintenant, cela dépend de la façon dont vous voulez vivre. Si vous avez besoin de $2000 ou $3000 par mois, si vous avez besoin de $4000 ou $5000 par mois, si vous avez besoin de $10 000 par mois, certaines personnes peuvent avoir besoin de $100 000 par mois. Mais peu importe ce dont vous avez besoin pour vivre, vous pouvez gagner votre vie. C'est ce que j'appelle la liberté financière, l'indépendance financière, et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à 15 ans, entre 15 et 35 ans, cela prend 20 ans. Et à mon avis personnel, basé sur mes propres études et ma propre expérience, 20 ans, à mon avis, c'est suffisant pour devenir financièrement indépendant. Si ce n'est pas le cas, vous ne vivez pas dans le mauvais pays. Ce qui s'est probablement passé, c'est que vous avez le mauvais plan. Et il est facile d'être une personne gentille avec un mauvais plan. J'ai découvert que lorsque j'avais 25 ans, j'étais fauché à 25 ans et j'étais un type sympa. Vous m'auriez aimé, mais je vous raconte mes plans jusqu'alors, en particulier mon plan financier, qui m'a laissé sans le sou. J'ai complètement changé de plan au cours des 6 années suivantes et je suis devenu financièrement indépendant. Je sais donc de quoi je parle. C'est possible dans un délai raisonnable, 15 à 35 ans, peu importe, 20 ans, assez de temps, vous pouvez le faire dans un délai beaucoup plus court. Comme je l'ai fait si vous le souhaitez, mais c'est un délai assez raisonnable. Mais voici le numéro 1. Tout d'abord, vous devez avoir la bonne philosophie. La philosophie est notre capacité à rassembler des connaissances, à les trier et à décider de ce qui est précieux pour développer une philosophie de la vie, une philosophie de notre santé, une philosophie de notre famille, de nos relations. Et si vous développez la bonne philosophie, c'est ce qui aide à conclure cette vente. En 6 ans, vous pouvez aller où vous voulez. Au lieu de finir comme je l'ai fait pendant les 6 premières années de mes études d'économie, ruiné, sans argent, avec un compte en banque vide, la bonne philosophie. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques philosophies à prendre en considération. Voici la première. Elle s'appelle la philosophie du pauvre. Et la voici. Les pauvres dépensent généralement leur argent et investissent ce qui reste. C'est la philosophie de la piscine. Voici maintenant la philosophie du riche, les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Et voici la réponse surprenante. Le montant n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la philosophie. Je vous demanderai donc d'adopter cette philosophie de dépenser après avoir investi, d'investir d'abord, puis de dépenser. Et j'ai une petite formule que je vais partager avec vous. Maintenant, que devrait faire un enfant avec $1? Je veux dire, il y a beaucoup de débats en cours. Je suis sûr que tout le pays est d'accord sur ce qu'un enfant devrait faire avec $1. Voici une opinion. Ce n'est qu'un enfant et ce n'est qu'$1. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, à mon avis, cela fait toute la différence du monde. L'avenir économique d'une personne commence avec un enfant avec $1. Quelqu'un dit, oh non, tu n'es jeune qu'une fois. Laisse-le tout dépenser. Eh bien, quand espères-tu que cela s'arrêtera? Quelqu'un dit, attendez d'avoir 50 ans et d'être fauché comme moi. Et vous savez, il apprendra bien, non, nous ne voulons pas attendre aussi longtemps. Si j'avais su plus tôt que 25 ans, j'aurais changé. Au lycée. Si j'avais eu des cours sur la richesse, j'aurais dû suivre un cours sur la richesse dans les 2 cas. Je n'aurais pas attendu d'avoir 25 ans. Donc, plus tôt, mieux c'est. Alors, que doit faire un enfant avec $1? Voici le principe simple pour commencer. Ne le dépensez pas tout. Et si un enfant veut dépenser tout le $, vous devez dire, ne le dépensez pas tout. Vous savez, ne le dépensez pas tout. Ils diront, pourquoi pas? C'est mon $. Je l'ai gagné. Vous dites, je sais que vous l'avez gagné, mais ne le dépensez pas tout. Ils diront quand même, pourquoi pas? Laissez-moi vous montrer pourquoi pas. Alors, vous les mettez dans votre voiture, vous les emmenez à l'autre bout de la ville et vous leur montrez où vivent les gens qui dépensent tout leur argent, vous les conduisez simplement. Les enfants apprennent mieux par la vue, ils conduisent simplement et disent, aimerais-tu vivre ici? L'enfant dit non. Voudrais-tu vivre comme ces gens-là? L'enfant dit non, non, alors tu ne peux pas dépenser tout ton argent. Les enfants comprendront donc le message.
Alors, vous savez, emmenez-les à l'autre bout de la ville et faites-leur visiter les environs, à moins que vous n'y viviez déjà et dans ce cas, faites-leur visiter les environs. Quoi qu'il en soit, ne dépensez pas tout votre argent. Maintenant, laissez-moi vous donner mon avis sur ce qu'il faut faire avec l'argent. Et je vous promets que si vous avez commencé à 15 ans, maintenant, si vous avez plus de 15 ans, vous avez encore beaucoup de temps. Vous avez encore 20 ans. Vous savez, si vous avez 30 ans, vous avez encore 20 ans. Je veux dire, vous savez, vous avez encore beaucoup de temps pour commencer ce que je suis sur le point de partager avec vous. Que faire avec $1? Voici mon premier conseil. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un chiffre et le chiffre que vous choisirez sera déterminé par votre philosophie. Il sera déterminé par ce qu'on vous a appris ou par votre expérience d'auto-apprentissage. Lorsque j'ai rencontré mon professeur, Monsieur Chauffe, j'en étais à environ 110% de chaque dollar. Vous savez, je suis en train de faire des finances budgétaires, je vends mes meubles et ma voiture une fois de plus. Et puis j'ai appris une toute meilleure formule pour l'indépendance financière. Numéro 1, ne dépensez pas plus de 70 centimes. Maintenant, les enfants me disent, bon, d'accord, que dois-je faire avec les 30 autres? Et voici ce que je leur enseigne. 10 centimes pour la charité ou l'église, ou pour aider les personnes qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. 10 centimes pour soutenir des projets louables, des projets qui vous font plaisir. 10 centimes sur chaque dollar. C'est ce qu'on appelle être généreux avec une partie de ce que l'on a retiré de la société. Or, à mon avis, rien ne nous apprend mieux le caractère que la générosité. Pas de cours, pas de professeur, pas de livre. Et le meilleur moment pour commencer, c'est quand les montants sont petits. Et je sais que si les enfants apprennent ces leçons, eh bien, ils donneront 10 cents sur $1, aideront les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes à soutenir des projets valables. Ou si vous appartenez à une église, ils enseignent que la dîme est très importante. Maintenant, parce que lorsque les montants deviennent plus importants, c'est parfois un peu plus difficile. Vous savez, donner 100 000 sur 1 million, quelqu'un dit, oh, si j'avais 1 million, je donnerais 100 000. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup d'argent. Donc le moment de commencer, c'est quand les montants sont petits, 10 centimes sur $1. Ok. Les 10 centimes suivants. J'appelle cela le capital actif. Le capital actif signifie faire quelque chose pour faire un profit. Le capital actif, mettez de côté une partie de vos revenus, les salaires sont acceptables, mais je vous dis que les salaires vous permettront de vivre, les bénéfices vous feront une fortune. Mettez donc de côté une partie de vos revenus sous forme de capital appelé capital actif. Vous pouvez imaginer n'importe quel type de projet. Je vais écrire un nouveau livre. Je pense que pour les enfants, je pense que le titre sera, bien sûr, les enfants devraient payer des impôts. C'est un titre plutôt intéressant en Californie. Les enfants paient des impôts. Lorsqu'un enfant entre dans le magasin 7-Eleven, il achète quelque chose qui coûte $1. Le propriétaire dit, donnez-moi 7 centimes de plus. Et l'enfant dit, et, à quoi servent ces 7 centimes? Et le propriétaire dit, ce sont les impôts. L'enfant dit, eh bien, et, je n'ai que 8 ans. Le propriétaire dit, félicitations. Vous êtes mon plus jeune contribuable. Donnez-moi l'argent. Donc en Californie, où je vis, les enfants paient des impôts. La grande question est, devraient-ils le faire? Et mon livre répondra à cette question. Bien sûr, les enfants devraient payer des impôts. Rien n'est gratuit. Si vous voulez faire du vélo sur le trottoir, au lieu de rouler dans la boue, vous devez payer les 7 centimes. Rien n'est gratuit. Nous devons donc tous payer. Alors, 10 centimes de votre revenu, de l'argent que vous gagnez, mettez-les de côté pour le capital. Du capital pour faire de votre mieux pour gagner de l'argent. Et dans mon livre, il y aura toutes sortes de moyens. Les enfants peuvent gagner de l'argent, n'est-ce pas? 2 vélos, un pour rouler, un pour louer. Je veux dire, vous savez, il ne faut pas longtemps pour trouver une entreprise qui va commencer à faire des bénéfices. Ensuite, vous devez noter cela. Si vous prenez des notes, les bénéfices sont meilleurs que les salaires. D'abord, vous ne pouvez généralement pas commencer à gagner un salaire avant d'avoir environ 16, 15, 16 ans, mais vous pouvez faire des bénéfices bien avant d'être éligible pour commencer à gagner un salaire. Et puis, il n'y a pas de limite aux bénéfices et ils peuvent doubler,
triplé et quadruplé, vous savez, il n'y a pas de limite. C'est incroyable à quelle vitesse les bénéfices peuvent croître. Les bénéfices sont donc meilleurs que les salaires. Les salaires vous permettent de vivre, de faire des bénéfices, de faire une fortune. Maintenant, les 10 centimes suivants sont d'une importance vitale. Je l'appelle le capital passif. Vous laissez quelqu'un d'autre utiliser une institution financière, des actions et des obligations, des fonds communs de placement, peu importe. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Vous fournissez l'argent, il l'utilise pour faire un profit, mais il vous paie pour l'utilisation de cet argent, ce qu'on appelle les intérêts. Et voici l'une des choses qui vous rendront financièrement indépendant assez rapidement. Et cela s'appelle l'intérêt composé. Et voici comment vous l'obtenez. En laissant quelqu'un d'autre utiliser une partie de votre argent, de votre substance, il vous montre le profit, il vous paie des intérêts. Et ce capital passif, je vous le dis sur une période prolongée, si vous développez ce petit 10, 10, 10 et 70. Je vous le dis, à 35 ans, vous serez financièrement indépendant. Vous aurez la capacité de vivre du revenu de vos propres ressources. Et puis un autre point sur le capital passif. Il y a une philosophie biblique. Je suis un amateur de la Bible, mais il y a une philosophie biblique qui enseigne que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Et si vous voulez être dans une position de pouvoir en vieillissant, enfin, quand vous serez mûr, peut-être avoir votre propre entreprise, les choses auront fonctionné pour vous pour l'avenir. La position dans laquelle vous voulez toujours être est la position de pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle le prêteur. Le prêteur est la position de pouvoir. Donc si les enfants apprennent assez tôt, et que vous leur demandez ensuite ce qu'ils aimeraient faire quand ils seront grands, je vous assure qu'une fois qu'ils auront compris, ils diront, eh bien, l'une des choses que je veux être, c'est l'un de ces prêteurs. C'est la position de pouvoir, pas celle de dépensier. Non, on vous plaindra le reste de votre vie. Si vous devenez juste un dépensier, vous devez devenir un prêteur. Et je pense que c'est la seule formule à suivre. 10 centimes sur chaque dollar. Laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur, la position de pouvoir. Ensuite, essayez de montrer un profit. Ne pouvons-nous pas apprendre à nos enfants à prendre $1, à fouiller le quartier, à trouver un wagon cassé, à payer $1 pour cela, à le ramener à la maison, vous savez, à le nettoyer, à le poncer jusqu'à ce qu'il soit propre, à le peindre en rouge jusqu'à ce qu'il brille, à redresser les roues jusqu'à ce qu'elles soient droites, à le ramener dans le quartier et à le vendre pour $5. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, l'enfant mérite-t-il $4 de profit? Et la réponse est oui. La société a maintenant un wagon modifié, et c'est ce qui caractérise l'Amérique. Trouver quelque chose, le toucher, l'améliorer, faire du profit, prendre une partie de vos ressources, aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, laisser quelqu'un d'autre l'utiliser pour faire du profit. Certains projets nécessitent plus de capital qu'une seule personne n'en a. Et alors laissez-les vous payer pour l'utiliser. L'Amérique a cette philosophie depuis des années, le communisme nous l'a enseigné pendant toutes ces années, le capital appartient à l'État, pas aux mains du peuple, nous l'avons enseigné pendant toutes ces années, le capital appartient au peuple, pas aux mains de l'État. Et nous avons eu raison. Le capital est entre les mains des jeunes, le capital est entre les mains du peuple, les entreprises qui font des bénéfices, les entreprises qui se développent, c'est l'espoir de notre avenir. Donc cette petite formule simple. J'espère que nous vous aiderons maintenant, une autre clé de l'indépendance financière. Et c'est l'attitude. Voilà le numéro 1. J'avais l'habitude de dire que je détestais payer mes factures. Mon professeur m'a éclairé sur ce point. Il m'a dit, voyons voir, Monsieur Rowan, ce que vous détestez faire, c'est verser $100 sur un compte et réduire votre passif et augmenter vos actifs. J'ai dit, eh bien, non, pas si vous regardez les choses de cette façon. Il a dit, eh bien, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors, n'aimeriez-vous pas payer vos factures, réduire vos dettes, augmenter vos actifs, vous devez avoir ce genre d'attitude. J'ai découvert la même attitude à l'égard des impôts. J'avais l'habitude de dire que je détestais payer mes impôts. Eta James Chove a dit, eh bien, c'est une façon de vivre, mais ne comprenez-vous pas que les impôts sont notre façon de prendre soin des autres et de nourrir l'oie qui pond les œufs d'or? Ne voudriez-vous pas faire votre part? Quelqu'un dit, oui, mais l'oie mange trop. C'est probablement vrai. Mais bon, nous mangeons tous trop. Nous devons tous suivre un régime, mieux vaut une oie grasse que pas d'oie.
Je suis donc finalement devenu un contribuable heureux. Maintenant, je pense que les impôts sont trop élevés. Je travaille donc pour qu'ils soient réduits. Pour notre avenir économique, mais quoi qu'il en soit, je paie volontiers. Faites ma part. Parce que c'est ce qui fait fonctionner tout le système. Chacun de nous fait sa part. Maintenant, je veux que ces 3 sujets soient utiles pour vous. Je veux qu'ils aient du sens pour vous. Je veux qu'un jour tu sois financièrement indépendant. Je veux que tu aies le développement personnel pour que tu te sentes bien dans ta peau. Si j'avais la chance de vous rencontrer un jour, j'aimerais que vous me montriez la liste des objectifs que vous avez commencé à atteindre et que vous me disiez, Monsieur Horn, voici ceux que j'ai déjà cochés. Voici les livres que je suis en train de lire. Voici ce qui s'est passé. Je développe mes compétences. Je suis meilleur cette année que l'année dernière. J'ai plus confiance en moi. Mes compétences se développent. C'est ce que je veux pour vous. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de venir partager ce message vidéo avec vous. Je fais des séminaires partout dans le monde, mais c'est une façon pour moi de vous atteindre et de vous toucher au cas où vous ne pourriez pas venir à mes séminaires, où que je sois. Peut-être que cette vidéo vous atteindra quelque part et qu'elle aura un impact sur votre vie. Et ce que j'aimerais faire, c'est en entendre parler plus tard, par lettre, par téléphone, ou avoir la chance de vous rencontrer en personne. Et maintenant, je voudrais vous laisser avec ces 4 questions appelées questions à méditer. Ces questions m'ont été utiles et je veux qu'elles le soient aussi pour vous. Voici la première. Pourquoi? Nous nous demandons tous pourquoi nous devrions travailler aussi dur. Pourquoi suivre autant de cours? Pourquoi aller à l'école pendant autant d'années? Vous savez, pourquoi prendre des notes? Pourquoi lire des livres? Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi se soumettre à des pompes et à des disciplines? Pourquoi? Bonne question, pourquoi? La meilleure réponse à pourquoi, je pense, est la deuxième question. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas voir combien de livres vous pouvez lire, combien de cours vous pouvez suivre, combien de compétences vous pouvez développer? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux pour le marché, pour vos amis et pour votre famille? Pourquoi ne pas voir ce que vous pouvez faire de vous-même? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez partager? Pourquoi pas? C'est l'héritage que nous avons tous en Amérique, en particulier pour voir ce que nous pouvons faire de notre vie. Maintenant que nous avons cette opportunité extraordinaire, j'aimerais vous poser ma 3e question en personne. Mais comme je ne peux pas le faire en personne, je veux vous la poser à tous, mais je veux que vous la preniez personnellement. Et ma 3e question est, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous qui avez une bonne estime de vous-même? Pourquoi ne commencez-vous pas à changer et à vous fixer des objectifs? Pourquoi ne commencez-vous pas à progresser vers l'indépendance financière? Si je peux le faire, vous pouvez le faire. J'aimerais avoir beaucoup plus de témoignages ici aujourd'hui. En plus du mien, tout un flot constant de personnes viendraient vous raconter leur histoire. Quelqu'un qui a commencé avec rien, a finalement dirigé une grande entreprise. Une mère qui était bénéficiaire de l'aide sociale. Maintenant, elle possède sa propre entreprise. En plus de mon histoire, j'aimerais en avoir beaucoup plus. Et si tous racontaient leur histoire, devinez comment ils finiraient probablement leur histoire. Ils diraient probablement comme moi. Pourquoi pas? Toi, si nous savons lire, tu sais lire. Si nous pouvons changer, vous pouvez changer. Si nous pouvons le comprendre, vous pouvez le comprendre. Si nous pouvons changer les choses, vous pouvez le faire. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est ce que diraient ces témoignages. Et donc je veux vous le dire personnellement. Pourquoi pas vous? Vous avez le cerveau, vous avez l'endurance. Vous avez la vitalité. Vous avez l'intérêt. Vous avez la vie devant vous. Vous avez l'avenir. Vous pouvez le faire. Si quelqu'un peut le faire, vous pouvez le faire. Si l'un d'entre nous peut le faire. Et, nous pouvons tous le faire. Et maintenant, voici ma dernière question. Pourquoi pas? C'est le bon moment, car le XXe siècle touche à sa fin, et nous nous préparons pour le XXIe siècle. Quel bon moment pour fixer vos objectifs, travailler sur vous-même, travailler sur vos compétences. Quel bon moment pour vous ressaisir. Quel bon moment pour commencer ce processus, le développement personnel, grandir, changer, vous développer, avoir un bon plan pour votre argent,
pour votre vie et pour votre avenir. Pourquoi pas maintenant? Et j'espère avoir l'occasion de vous voir un de ces jours et de partager avec vous l'expérience, la réaction que vous avez pu avoir à mon message d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que j'ai l'occasion de vous voir de ce côté du monde ou de l'autre côté du monde, dans une école ou un séminaire, ou peut-être que je viendrai parler pour une entreprise pour laquelle vous travaillez un jour. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer d'ici là. Je vous souhaite le meilleur. Je veux que tout ce que j'ai reçu soit à vous et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.